Quelle que soit la température extérieure, un salut chaleureux à tous les auditeurs du Combat Futur, un podcast de son commandement, le CCF. À l'honneur aujourd'hui, les troupes de montagne à travers l'histoire de ces innovations. Et c'est le lieutenant-colonel Lafont, directeur des études de la prospective et de la formation à l'école militaire de haute montagne, qui va nous servir de guide. Bonjour mon colonel. Bonjour mon lieutenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter pour commencer la place et le rôle de votre école dans l'armée de terre? Eh bien, avec grand plaisir. Donc l'école militaire de haute montagne a été fondée en 1932 par le lieutenant-colonel Pourchier. Donc elle avait pour vocation principale de former les cadres des troupes de montagne dans ces milieux exigeants que sont les milieux montagne et grand froid. Donc ces formations s'adressent principalement aux cadres de la 27 brigade d'infanterie de montagne, mais pas que, parce que nous accueillons aussi également des cadres des autres types d'armées, que ce soit de la marine nationale, des forces spéciales, voire même de la DGSE. En gros, nous formons à peu près 700 cadres par an à l'école militaire de haute montagne, ce qui est quand même important. Et où elle se trouve, cette fameuse école? Ah, effectivement, alors j'ai oublié d'insister dessus, mais l'école militaire de haute montagne se trouve à Chamonix, Mont-Blanc, juste en dessous du Mont-Blanc, voilà. Pour revenir à votre question, finalement, le MHM a la particularité d'être aussi une école de milieu. En gros, elle forme une soixantaine d'élèves sous-officiers par an, qu'ils soient sergents directs, c'est-à-dire qui s'engagent comme sergents, ou semi-directs, c'est-à-dire qu'ils ont été militaires du rang auparavant. Donc c'est une vraie particularité de l'école. Cette mission est assurée par des cadres de la division formation tactique qui sont expérimentés. Et cette formation se repose grosso modo sur le cursus de la formation générale de niveau 1 dispensée à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. À Saint-Mexan. Exactement. Mais au-delà de ça, pendant toute cette année finalement à l'école militaire de haute montagne, nos sergents suivent aussi les formations montagne. Et c'est là tout l'enjeu. En quelque sorte, ils sont formés sergents, ils sont formés en montagne. Donc on les forme techniquement, on les forme tactiquement. Et ensuite on les livre au corps de la 27e brigade d'infanterie de montagne où ils sont directement employables. Et en gros, quel est le but de ces formations? C'est survivre pour combattre? Alors là, on parlait précisément de la formation de nos sergents. Concernant la partie plutôt technique, montagne, celle que grosso modo vous voulez aborder, l'école dispense différents types de stages qui sont tous progressifs. Et on va rentrer finalement dans le domaine de l'exigence de la montagne. On va se former techniquement, on va se confronter au milieu, apprendre sur le milieu, la météo, la nivologie, qui sont finalement des domaines très exigeants et importants à comprendre. La nivologie, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que la nivologie? Si je devais vulgariser la nivologie, en gros c'est comprendre le manteau neigeux pour pouvoir l'appréhender et éviter finalement simplement de se retrouver dans une avalanche. Voilà. Comme je le disais, nos stagiaires ils sont vraiment mis à rude épreuve dans le cadre de ces stages. Et pour finalement dispenser ces stages, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin finalement d'instructeurs. Nous, on les appelle les experts. Donc ces instructeurs, ce sont soit des guides militaires de haute montagne, soit des moniteurs guides militaires, pardon. Et ce sont eux finalement qui enseignent à l'école militaire de haute montagne. Je dois reconnaître que je suis admiratif de la qualité de la formation qu'ils dispensent, parce que ces sous-officiers-là, ces gars-là, en fait, ils sont confrontés au milieu en permanence. Ça nécessite un entraînement important et surtout de la concentration permanente. Nos stagiaires qui passent dans leurs mains sont particulièrement bien formés, je dois le dire, parce que pour œuvrer en montagne, il faut être fort psychologiquement et physiquement, et c'est bien ce que réussissent à faire nos instructeurs. Et puis je voudrais insister sur un point sur l'école militaire de montagne, c'est qu'elle jouit d'une certaine renommée à l'international. Nous participons régulièrement à des séminaires OTAN. Je pense notamment au centre d'excellence en Slovénie, qui est très centré montagne, et au centre d'excellence en Norvège, qui lui est plutôt orienté sur le grand froid. Nous sommes écoutés, nous sommes entendus, nous participons à la rédaction de documents de l'OTAN. Donc l'expertise française est véritablement reconnue. Et puis, juste pour terminer là-dessus, sur la partie internationale, le plan de coopération de l'école militaire de montagne, il est assez fourni. Je pense notamment avec nos partenaires, nos alliés italiens, avec qui nous échangeons régulièrement, que ce soit nous qui allons les voir sur leurs exercices ou inversement quand eux viennent. Et puis actuellement, ils sont très intéressés par notre expertise en grand froid. Et puis pour terminer, je ne pourrais pas parler de l'école militaire de haute montagne sans évoquer son groupe d'alpinistes. Je dirais les meilleurs alpinistes qu'on puisse connaître en France, voire dans le monde. Ceux qui composent le groupe militaire de haute montagne, c'est une unité, certes, rayonne par ses exploits,
mais surtout pour nous, c'est un véritable outil exploratoire et notamment pour l'innovation. Transition toute trouvée. Justement, ces troupes de montagne, elles s'intéressent depuis quand à l'innovation? Alors, pour nous, l'innovation, elle est cadrée, elle est définie par une directive qui a été rédigée par un de mes prédécesseurs en juin 2020, qui désigne en fait l'école militaire de haute montagne comme le Battle Lab Montagne Grand Froid pour l'armée de terre. Le but de cette cellule d'innovation, c'est bien d'améliorer la performance opérationnelle comme organique Montagne Grand Froid pour l'armée de terre. On s'appuie sur quoi? Sur un réseau d'innovateurs dans les corps, sur un tissu d'entreprises, des institutions civiles, sur des partenariats avec l'université de Grenoble ou encore le CEA, sur la structure des innovations des armées. Et je viens souligner que pour une petite structure comme le MHM, avec cette cellule d'innovation, l'appui du Battle Lab Terre et du bureau coordination et innovation de la STATS sont vraiment importants pour nous orienter. Les objectifs qu'on fixe finalement à notre cellule, c'est de rechercher à garantir la sécurité des activités en montagne grand froid, que ce soit en entraînement ou en opération, de renforcer l'autonomie de nos unités, d'améliorer la mobilité terrestre, en gros les véhicules, pour être un peu plus simple, et puis garantir l'agressivité. Alors les véhicules, vous en parliez, c'est surtout... Alors on a plusieurs types de véhicules. Voilà, on a les véhicules à chenilles, les HT270 qui ressemblent un peu, et puis les véhicules à haute mobilité. Encore, c'est ces gros véhicules qu'on voit souvent, qui sont blindés et qu'on voit parfois en exercice, surtout dans les exercices dans le Grand Nord, qui sont particulièrement utiles et qui finalement garantissent la mobilité des troupes de montagne dans les pays montagneux et à la fois grand froid. Et vous parliez d'innovation et je parlais d'historicité. Oui, pardon, autant pour moi, je vais revenir sur votre question. Je dirais que les troupes de montagne ils innovent depuis toujours. C'est vraiment, c'est dans leur ADN en fait, dans leur histoire, dans leur culture. Alors j'évoquais tout à l'heure le lieutenant-colonel Pourchier qui à l'origine, qui a créé l'école militaire de montagne, mais qui lui a inventé le traîneau démontable en utilisant des skis et les bâtons des blessés pour les secours hivernaux en montagne. Donc en fait, dès le départ, son premier chef de corps était un innovateur. Donc finalement, quand je dis que l'innovation est dans l'ADN de l'école, c'est vraiment le cas. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de l'innovation et de ces innovations? Alors, effectivement, avant de rentrer vraiment dans le détail sur les types d'innovation, nous, on articule, on a 4 grandes thématiques d'innovation. On a l'innovation numérique, on a l'innovation technico-opérationnelle, celle qui est liée à la simplification et l'organisation, et puis enfin celle qui est doctrinale. Alors, pour revenir sur le numérique, on a nos instructeurs, il y a un certain temps, qui a proposé une application qu'on appelle les Alps. Voilà, cette application aujourd'hui, elle est développée en partenariat avec l'état-major de l'armée de terre. Cette application, elle va nous permettre de simplifier, ou je dirais plutôt d'accélérer le processus de rédaction des ordres pour pouvoir aller en montagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en montagne, le temps, la météo, change en permanence. Et la nivologie que j'ai expliqué en conséquence. Et que donc, en fait, on doit être réactif et pouvoir changer d'endroit assez rapidement. Et entre guillemets, pour vous donner un exemple simple, quand un détachement se retrouve à un certain endroit qui veut changer sa course, et ben s'il veut changer sa course, il faut qu'il ait cet ordre. Et cette application le permettra, puisque à distance, on pourra réaliser finalement ce processus de rédaction des ordres. Concernant les innovations technico-opérationnelles, donc on a 2 types principaux, enfin deux sujets importants pour nous. L'énergie et la mobilité. Alors l'énergie, j'ai parlé du groupe militaire de haute montagne. Eux, ils font pas mal d'expérimentation sur l'énergie. Je pense aux éoliennes portatives qu'ils utilisent assez régulièrement pendant leurs expéditions. Mais on a aussi un gros projet aujourd'hui qui est conduit par la 27e compagnie de transmission montagne de Vars, le projet Marmotte. Alors, c'est un projet montagne, hein, vous l'aurez bien compris. Qui vise à trouver des technologies, une combinaison, je dirais, de technologies entre des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des batteries, pour pouvoir s'assurer d'une certaine forme d'autonomie sur des points hauts. Vous savez, on a besoin de communiquer en montagne. Et donc, en fait, on pose des relais. Et parfois, nos unités sont destinées à rester longtemps sur un certain endroit. Et donc, en fait, il y a ce gros projet qui est en train d'être monté. Et nous, l'école militaire de montagne est en appui de cette unité-là. Et puis, il y a d'autres petites innovations, mais qui sont vraiment importantes, qui peuvent paraître très simples, mais qui sont cruciales notamment pour la sécurité. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une poulka.
Dites-le moi, je vais dire que oui, mais bon, je vous mentirai. En gros, c'est un traîneau qu'on tire derrière, qu'un soldat des troupes de montagne peut tirer derrière, qui tire derrière avec ses skis. Donc il peut transporter du matériel. Et en gros, c'est un peu, pour vulgariser, c'est un peu sa maison qui traîne avec lui. Alors il transporte ses sacs, mais aussi des munitions, d'alimentation, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un risque avec ces pulkas, c'est-à-dire que vous tirez une charge lourde, mais dans une pente importante, ou si vous êtes progressé sur un glacier, et les glaciers comportent des crevasses, vous savez, ces gros trous, bah vous pouvez être amené à vous retrouver dans une situation difficile avec une charge lourde, et donc il fallait trouver un système qui puisse libérer rapidement la pulka. Et en fait, ce sont des instructeurs de l'école qui ont trouvé ce système qui est relativement simple, qui peut paraître très simple, oui, mais qui est primordial pour la sécurité. Donc c'est une petite innovation, mais qui a énormément d'importance pour nous. Et puis j'en souhaiterais en évoquer une autre, celle d'un sergent-chef de l'école qui lui pense aujourd'hui, qui a réalisé plus ou moins un prototype sur un adaptateur de chaussures d'alpinisme et de ski. En gros, l'enjeu, pour nous, il est essentiellement tactique. En gros, c'est de se donner de la polyvalence, d'accord, pouvoir de passer de l'un à l'autre. Et c'est adaptabilité dans notre milieu, elle est essentielle en fait. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu de la simplification. Donc, on a parlé des véhicules tout à l'heure. C'est un enjeu pour nous parce qu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble de ces véhicules sont regroupés aujourd'hui au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Donc, on est chargé finalement de fournir les formations qui vont avec. Récupérant cette formation à notre compte, eh ben, on a cherché le moyen de simplifier ces formations pour aller au plus vite. Et ça a été un des enjeux d'une de mes cellules qu'elle a réalisé et pour l'instant ça fonctionne assez bien. Et enfin, la dernière grosse thématique, c'est les procédés tactiques, la doctrine. Alors on a un exemple concret, c'est le paralpinisme. Alors qu'est-ce que le paralpinisme? C'est peu connu. C'est une activité aérienne en montagne, composante de l'alpinisme et appartenant à la famille du base jump. Et ça aujourd'hui, c'est dispensé par le groupe militaire de haute montagne. En tout cas, c'est la seule unité en France qui le réalise. L'objectif là-dessus, c'est d'explorer cette technique et pourquoi pas à terme, peut-être plus tard, la proposer au commandant montagne, voire à d'autres unités. En gros, c'est un outil, peut-être un outil de demain. Alors vous frottez à un autre monde extérieur. Par exemple, pouvez-vous nous expliquer votre partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique? Alors effectivement, j'ai abordé rapidement le partenariat avec le CEA tout à l'heure. Donc ce partenariat, il existe depuis 2020. Il a permis de mener des projets essentiellement dans le domaine de l'autonomie, donc l'autonomie énergétique. Je pense au combattant individuel, un camp nomade, vous savez, un camp qui permettrait d'être autonome en énergie, mais également l'autonomie de l'humain. Je pense à la légèreté, la souplesse, la résistance au froid, ces qualités nécessaires pour le soldat en montagne et en grand froid. Et enfin, l'autonomie dans l'action, dont j'en ai déjà parlé, la mobilité est vraiment une de nos préoccupations majeures. Au mois de février, là je vais insister là-dessus, mais au mois de février, nous avons organisé un séminaire avec le CEA à Grenoble. Alors la thématique choisie était comment améliorer l'efficacité et l'autonomie du soldat en milieu grand froid. Alors ce scénario posait des problèmes de sécurité, de préservation des ressources, de mobilité et d'agressivité. Donc en gros l'ensemble du panel de l'innovation aujourd'hui. Elle réunissait en fait l'ensemble, une bonne partie de cadres de la 27e brigade d'infanterie de montagne, également des commandos, mais également des cadres d'autres régiments comme du 511e RT ou encore du SIEC. Donc en fait le SIEC c'est la partie innovation commissariat qui était présent et puis le Battle Lapter suivait ça aussi. Donc en fait on avait beaucoup de monde autour de cette activité qui était majeure et puis en gros il s'agissait de sortir de la simple innovation réactive que nous savons faire et nous appuyer sur finalement l'apport méthodologique du CEA pour essayer de définir à partir de notre besoin des concepts qui pourraient être développés plus tard. Alors on en a défini, je dirais, une dizaine de concepts un peu aujourd'hui. Alors ils sont loin d'être aboutis, hein. Puis ils ont encore besoin, je dirais, de passer dans les laboratoires du CEA. Mais la dynamique est en marche et je pense que ça va fonctionner. Alors comment se passe l'expérimentation et où a-t-elle lieu? Je reviendrai tout d'abord sur la place. J'avais oublié de l'inciter dessus en préambule, mais le MHM est à Chamonix et il est au milieu d'un écosystème d'exception. C'est assez impressionnant, il y a un véritable pôle d'excellence nationale montagne autour de Chamonix en fait.
Il y a aussi des partenaires ministériels, je pense notamment à la gendarmerie, avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, et le CNISAG, finalement le CNISAG qui est finalement sa cellule de formation à l'instar qu'est le MHM pour les troupes de montagne. Il y a aussi l'École nationale de ski d'alpinisme, l'ENSA, qui est connue bien entendu. Et puis ensuite, il y a nos partenaires principaux industriels du domaine, d'accord ? Et nous sommes particulièrement, entre guillemets, connectés avec la French Tech Mont Blanc, que nous accueillerons d'ailleurs à l'école printemps prochain. Ce tour d'horizon, finalement, autour de Chamonix, il serait incomplet sans évoquer les unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Finalement, elles incarnent la finalité opérationnelle de nos travaux et sont une puissante source d'inspiration qui nous oblige le meilleur, en fait. À ce titre, je vais vous donner un exemple. Nous travaillons de concert avec le 2e régiment étranger de génie, plateau d'Albion, sur un projet de robot sous glace qui pourrait mesurer l'épaisseur de glace, finalement, dans les régions qui nous intéressent et garantir ou non la traficabilité, par exemple, d'un lac gelé. Donc cet outil, quand on voit finalement les questions géostratégiques aujourd'hui et puis les déploiements, les exercices pourraient se montrer particulièrement utiles. Et puis finalement en interne, le MHM elle bénéficie quoi d'instructeurs, d'une richesse humaine exceptionnelle. J'ai parlé des experts, j'ai le groupe militaire de haute montagne à portée de main pour expérimenter. Puis on est à Chamonix, notre terrain de jeu il nous entoure, donc en fait il suffit de franchir la porte de l'MHM pour aller faire des expérimentations. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous présenter le séminaire Grand Froid organisé à l'école militaire le 22 mai prochain? Alors chaque année, et ça c'est conformément à la feuille de route déclinée de la stratégie polaire de la France à l'horizon 2030, qui a été rédigée par le ministère des Armées, un événement de cette ampleur est organisé. En gros, il s'agit de réunir annuellement la communauté polaire et froid du ministère des Armées, de mettre en valeur les travaux d'une armée direction service dans les domaines polaires et ou froids, et d'inviter des acteurs majeurs, des acteurs extérieurs. Alors cette année, en fait, c'est l'armée de terre qui en a la charge, et donc l'école militaire de haute montagne. On est bien entendu appuyé par la Direction générale des relations internationales et stratégiques, la DGRIS, qui nous aide à son organisation. Et puis c'est le général de corps d'armée Baratz, commandant le commandement du combat du futur, qui présidera ce séminaire. Alors la thématique choisie est la suivante: réchauffement stratégique dans le Grand Nord. Quelle perspective pour les armées françaises? Alors ça fait particulièrement écho aux exercices majeurs qui se sont déroulés cet hiver, notamment l'exercice Nordic Response, qui a eu lieu entre la Norvège et la Finlande. Aussi au contexte, je dirais, géostratégique, l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, et puis bien entendu la pression russe qui s'exerce à leurs frontières. La matinée de ce séminaire sera dédiée donc à l'appréhension générale du contexte en Arctique, avec un premier focus sur la géostratégie de l'Arctique, et puis un second sur la situation sécuritaire de la zone. Et puis l'après-midi se concentrera plutôt sur les armées, avec les besoins capacitaires de ces dernières. On réalisera également une présentation de matériel qui permettra d'aborder notamment la partie mobilité qui est essentielle pour nous. Je dirais que l'après-midi s'articulera autour de 2 grandes tables rondes. Une qui sera consacrée particulièrement aux armées, la Marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, le service de santé des armées et le service de l'énergie opérationnelle. Et puis après, on fera un focus sur des retours d'expérience d'unités de l'armée de terre, à la fois blindées, amphibies et bien sûr des troupes de montagne. Je voudrais insister sur un point aussi, ce séminaire sera également l'occasion de présenter les conclusions d'un wargame, puisqu'aujourd'hui on réalise un wargame, et bien sûr où dans le Grand Nord, à la frontière russo-finlandaise. Et puis ce wargame, il a quoi comme volonté? C'est de monter, de sensibiliser aux contraintes du milieu et d'insister sur les points clés. Est-ce que ce séminaire sera ouvert Alors, le séminaire pendant la journée vise plutôt des personnes qui sont des cadres, qui touchent de près ou de loin au domaine du capacitaire. Mais le soir, nous organisons, je dirais, entre guillemets, une soirée un peu prestige où le groupe militaire de haute montagne, à l'Amphifoch, abordera ses exploits et notamment développer l'expertise qu'il peut apporter à l'armée de terre. Donc j'invite tous à vous y rendre. Merci lieutenant-colonel Lafont. Merci d'avoir brisé la glace et de nous avoir fait voir de l'autre côté du miroir de l'innovation. C'était Combat Futur, un podcast à écouter par tous les frimas.